Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Nous sommes donc à la mairie du 9e pour l'enregistrement de l'échange avec le public, le BADA, qui sera diffusé quelques jours après cette émission ordinaire, au cours de laquelle nous nous sommes uniquement concentrés sur le Bénin en particulier et la situation en Afrique en général. Bien entendu, c'est l'un des sujets possibles des interventions du public, mais d'ailleurs tous les sujets sont possibles dans les interventions du public. Nous sommes donc ici avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois et ancien Premier ministre de ce pays et même ancien candidat à la présidence de la République. Et je vais prendre la première question. Bonjour, merci. Ma question reste sur le Bénin, peut-être pour Monsieur Zinsou. Je veux savoir quelles sont vos attentes sur, premièrement, le rôle de l'armée. A-t-elle un rôle à jouer dans la protection des libertés publiques? Et deuxièmement, le rôle de l'opinion publique. Doit-on s'attendre à des soulèvements pacifiques, violents, dans les semaines à venir? Merci. Lionel Zinsou. Alors, le Bénin n'est pas qu'un pays démocratique depuis 30 ans, c'est un pays qui est indépendant depuis pratiquement 60. Et les 30 premières années nous ont vu battre le record absolu de coups d'État militaires. Ça jusqu'en 72. Et puis en 72, la formation des officiers progressant, nos officiers supérieurs de parachutistes ont compris que la façon de se mettre à l'abri des coups d'État était d'avoir une construction idéologique plus forte. Et donc 2 ans après leur coup d'État militaire classique, ils sont devenus les grands timoniers d'une révolution marxiste-léniniste. Et nous avons donc vécu 18 ans un petit peu moins, 16 ans de révolution marxiste-léniniste. Dans un pays qui a une particularité, c'est un pays de mystiques. C'est-à-dire que les séminaires catholiques sont pleins, les écoles de formation protestantes, les médersas coraniques et les couvents vaudous. C'est absolument... Sachant qu'il y a en outre du syncrétisme, et donc on peut se donner des formations théologiques, spirituelles, de plus d'une religion, et au-delà des religions du livre. Donc c'est un pays de mystiques, mais qui est devenu 16 ans quand même une république populaire, marxiste-léniniste. Et ça a créé un désir et un besoin considérable de démocratie pour se libérer de ça, donc à partir de fin 89, début 90, et un désir infini de ne jamais revenir à des coups d'État militaires. Donc il y a une aversion terrible pour les coups d'État militaires. Plus personne ne veut d'intendant militaire comme ministre des Finances, plus personne ne veut de colonel de parachutistes comme ministre de l'Intérieur, plus personne ne veut de colonel du génie comme ministre des Travaux publics, si vous voulez. L'armée a fait la preuve surabondamment d'une inefficience totale. Donc, il ne devrait pas y avoir de modalité de coup d'État militaire. Bon. Est-ce que l'armée est loyale à la règle de droit, à la Constitution, ou bien est capable de faire des choses illégales? Manifestement, elle hésite. Alors, c'est une hésitation qui n'a pas la portée de l'hésitation algérienne, par exemple, qui est évidemment une énigme majeure. Parce que nous ne sommes pas comme l'Algérie, nous ne sommes pas comme l'Égypte, nous ne sommes pas comme la Mauritanie, nous ne sommes pas un pays où l'armée est une puissance économique. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a 12 000 hommes entre les forces de police et les forces militaires, et aucune prébande économique, rien. Et donc, quand je dis l'armée hésite, vous avez des tirs à balles réelles qui ont dispersé des manifestants qui étaient venus protéger l'ancien président de la République pour qu'il ne soit pas interpellé. Donc, tuer des mères de famille, parce que comme la police est molle, on envoie l'armée de terre, la police tire des balles en plastique et utilise des canons à eau, et l'armée de terre tire à balles réelles, ce qui a arrêté net les mouvements de révolte. Et en même temps, vous avez le chef d'état-major qui explique que jamais ils n'accepteront d'arrêter l'ancien chef d'État, ancien chef suprême des armées, et qu'ils respecteront absolument tous les codes de la démocratie. Donc, l'armée ne sait pas exactement ce qu'elle va faire. Mais il est probable que nous allons aller là vers quand même quelques années où le régime va continuer la démarche autoritaire et le récit
du despotisme éclairé et où probablement quand même nous allons être un peu troublés et l'armée verra bien ce qu'elle fait. Les votes dans les casernes sont séparés des votes de l'ensemble de la population et il semble que il a été très, très hostile en fait au gouvernement. Donc c'est une situation fragile. Vous savez comment on résout ces situations en Afrique? On ne pourvoit de munitions que les plus loyaux, qui sont une petite minorité des forces de sécurité. Mais incontestablement, nous sommes rentrés dans une période qui pourrait être instable de ce point de vue. Autre question? Ma question porte sur le niveau d'implication d'une puissance régionale au nord, à savoir l'Algérie. Est-ce que les convulsions actuelles qui agitent ce pays risquent de rabattre les cartes au niveau du combat contre le djihadisme dans le Sahel? Qui veut répondre? Béatrice Gibelin. C'est une question extrêmement importante. Bon, d'abord parce qu'on ne sait pas encore l'issue de ce qui va se passer en Algérie. Je pense que tout le monde ici espère une issue qui soit positive et on voit bien qu'on a une détermination de la population algérienne et de sa jeunesse qui ne s'en laisse pas compter avec les décisions prises par que ce soit le chef d'état-major de l'armée algérienne. Ils ne font pas confiance. Bon. Et jusqu'ici, ils n'ont pas cédé, et avec une forme d'extraordinaire maturité dans la façon dont ils mènent ce combat. Donc on est effectivement dans cette incertitude de l'issue de l'Algérie. Mais on voit bien qu'ils ont sans doute tiré quelques enseignements du printemps arabe des années qui démarrent en décembre 2010 et qui se prolongent en 2011-2012. C'est tout à fait essentiel parce que l'Algérie et l'armée algérienne qui contrôle, elle, son territoire, parce que c'est quand même aussi un très très vaste territoire, joue un rôle extrêmement important dans le contrôle des frontières, puisqu'une partie du mouvement AQMI qui est, j'allais dire, animé par des Algériens, se trouve aujourd'hui au Mali. Donc il y a, de la part de l'armée algérienne, un réel contrôle de la frontière. Et bloque, on peut le dire, c'est sans doute l'endroit le plus difficile pour les djihadistes d'utiliser l'Algérie. Même si du côté algérien, il peut y avoir des groupes qui soient favorables, hein, mais c'est pas si facile que ça. La frontière n'est guère poreuse. Alors, en fonction d'une évolution réellement démocratique de l'Algérie, je ne vois pas pour autant une armée algérienne s'affaiblir, certainement pas. D'abord parce qu'elle est toujours un peu en conflit avec le Maroc, les choses ne sont pas du tout réglées. Les tensions, il y a des tensions aussi avec la Tunisie, justement pour des raisons d'infiltration de groupes islamistes. Donc c'est... dans cet échiquier très mouvant, le rôle de l'Algérie est absolument essentiel. Et bon, maintenant, l'avenir dira ce qu'on pourra y faire. Lionel Zinsou. Il y a 3 pays qu'il faut que vous regardiez bien, parce que c'est des énigmes complètes. Le Soudan, qui a une longue frontière avec le Tchad, le Darfour, la fameuse province du Darfour, et qui est tout à fait susceptible de contribuer à la déstabilisation du Tchad et de la Centrafrique. Centrafrique, où la Russie a vu un point de faiblesse et maintenant arrive massivement en investissement et en équipement militaire. Donc regardez le Soudan, regardez la Libye, c'est l'armurerie, c'est le nœud d'une des formes de financement qui est celle du trafic des êtres humains. C'est la barbarie complète. Bon. Donc, le sort des armes va décider probablement en quelques semaines, mais tant que la Libye est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en proie à une division terrible, ça continuera de déstabiliser toute la région de la financée et de l'armée. Et évidemment, comme vient de dire Béatrice, l'Algérie qui est absolument centrale. Si vous voulez couper les bases arrières des djihadistes, et là-dessus, les services spéciaux algériens sont ambigus. Et donc, il y a des moments où les djihadistes n'ont aucun problème de carburant, aucun problème de nourriture, aucun problème d'accès de leur équipement militaire. Puis il y a des moments où tout est fermé, et ça dépend de la volatilité des décisions algériennes. Donc, le changement du pouvoir
dans ce pays comme dans les deux autres, est absolument déterminant si on veut que la bande sahélienne cesse d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire un champ de bataille. Autre question. Merci. Une question pour Lionel Zinsou aussi. Vous avez indiqué plutôt que le développement dans beaucoup de pays démocratiques d'Afrique est assez soutenu, avec 4% de croissance par exemple au Bénin au minimum, plus dans d'autres pays démocratiques. Cependant, à cause de la forte démographie, beaucoup de ces pays ont une croissance par habitant qui est relativement faible. À peine 2% par an, par exemple, pour le Bénin sur ces 30 dernières années. Donc, au final, est-ce que le vrai problème de l'Afrique n'est pas tant le régime politique, mais plus un problème de démographie? Et si c'était le cas, quel serait le meilleur modèle politique ou régime politique pour faire face au piège malthusien? Lionel Zinsou. Alors, il faut essayer de ne pas avoir un regard trop européen sur les questions de démographie africaine, parce qu'il y a une hystérisation en ce moment du thème la démographie africaine est la cause de tous leurs problèmes, le chômage, la pauvreté, etc. Et c'est ce qui les met en mouvement migratoire. Et ça va faire très attention parce que ce sont des simplifications. Il y a de très grands contrastes démographiques. Si vous prenez un pays comme le Bénin, ce serait vrai de la Côte d'Ivoire, enfin tous les pays qui sont des pays côtiers, les capitales, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, même Lagos, ce sont des univers où vous avez entre 2,5 et 3 enfants par femme. C'est-à-dire une démographie qui est très largement en transition et qui commence à avoir des indicateurs du type nord de l'Afrique ou sud, enfin, l'Europe du Sud est maintenant en fait bien plus bas, mais si vous voulez, vous êtes en train de venir à une démographie qui correspond à des classes moyennes supérieures, éduquées. Bon, ça, c'est les zones côtières. Et donc, le problème que vous évoquez, il se concentre beaucoup dans le Sahel, précisément. Parce que la seule partie de l'Afrique, qui ne représente que 10% de la population africaine, où vous avez 6 enfants par femme, et ce qui est peut-être plus significatif, un désir, quand vous demandez le nombre désiré d'enfants, de 10 enfants par femme, vous allez là avoir une transition beaucoup plus lente, même si vous avez une légère baisse de la fécondité, une autonomisation des femmes qui permet également la baisse de la fécondité. Mais là, pour le coup, même si vous prenez des pays qui ont 7% de croissance, d'abord, elle est beaucoup plus au sud. Tout à l'heure, Richard parlait de la richesse au sud, la richesse côtière, la richesse de ces pays où il y a assez d'eau, où il y a 2 récoltes par an, tellement il y a de concentration de l'eau et de la chaleur. Vous pouvez faire 2 récoltes de riz, 2 récoltes de maïs, 2 fructifications dans l'arboriculture, etc. C'est là qu'est la richesse. Et au nord, on ne fait pas du tout 7% de croissance. Et là, on a des croissances démographiques au total, 4-5% par an. Et là, donc, on a un problème d'appauvrissement et un problème entre nord et sud qui se différencie, qui diverge assez profondément. Mais là où il ne faut pas avoir un regard trop européen, c'est que la raison pour laquelle vous avez une croissance démographique forte, vous parlez du Bénin, c'est 3,7% de croissance par an démographique. Donc même si on fait 5% de croissance, on a à redistribuer par tête, effectivement, que 1,5%. Mais ça, c'est un effet d'espérance de vie. Ça n'est pas un effet de fécondité. Faire très, très attention. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils régulent leur croissance démographique. Mais autant on peut, soit par la culture, le niveau de revenu, les droits des femmes, l'éducation des filles, et il y a énormément de mesures dans ce sens, ou des campagnes de planning familial, autant on peut régler en quelque chose la fécondité, autant aujourd'hui, dans cette partie de l'Afrique, vous gagnez presque 1 an d'espérance de vie par année de vie, à cause des progrès de l'hygiène, de la santé, de l'éducation et de la nutrition. Et donc ça, vous ne pouvez pas le ralentir. Vous avez plus de citoyens, non pas parce qu'il en est plus, mais parce qu'il en meurt infiniment moins. Pour l'instant, c'est ça la vraie dynamique. Donc faisons attention, ce n'est pas une question de politique nataliste, ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet de nous allons avoir une croissance démographique durable, même si nous passons, comme la Tunisie, à des indicateurs à l'italienne,
des indicateurs européens. Regardez, la Tunisie, c'est une population très jeune qui continue à croître, alors qu'elle a des indicateurs de fécondité de 1,8 enfants. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas, encore une fois, en Afrique, la fertilité, c'est l'espérance de vie. Donc, il ne faut pas nourrir trop d'ambition liée au contrôle de la fertilité. Mais vous avez raison, et surtout, vous avez raison en différentiel. Le Sahel est la partie qui s'appauvrit en Afrique. Voilà. Et la partie côtière est la partie qui progresse. Et les deux divergent. Il suffit de regarder la croissance démographique de la Chine. Ils ont très fortement contrôlé de façon, j'allais dire, impérative, voilà, les naissances. Voilà, ils ont fait chuter la fécondité, mais tous les jeunes qui sont nés, ils sont là aussi pour avoir envie d'avoir des enfants, et l'espérance de vie qui s'est considérablement améliorée en Chine a donné une croissance démographique extraordinaire. C'est le cas de l'Inde aussi, qui a une vraie politique depuis longtemps de contrôle de naissance, mais qui sera sans doute prochainement le pays qui va être le plus peuplé du monde. Donc l'histoire de la démographie, c'est pas seulement un contrôle des naissances, ça se joue sur des temps beaucoup plus longs. Il y a une question là-bas, à gauche. On peut, dans une large mesure, expliquer les mouvements assez chaotiques au Moyen-Orient, alimentés par les deux coalitions que vous avez évoquées, qui, au fond, sont les soutiens de deux grands rivaux politiques de la région, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et nombre de groupes armés qui sont leurs bras armés pour mener des révolutions sont soutenus par ces États. Vous avez évoqué les groupes terroristes, plus ou moins affiliés à différents courants, type Al-Qaïda ou Daesh dans la bande sahélo-saharienne. Ces groupes sont-ils l'excroissance de la rivalité Iran-Arabie Saoudite qui se masque derrière la rivalité chiite-sunnite, ou alors sont-ils largement plus indépendants de ces considérations et sont, disons, une tentative de les instrumentaliser par l'Arabie Saoudite ou l'Iran? Lionel Zinsou? Je crois qu'ils sont quand même largement indépendants. Et leur origine est endogène. Boko Haram, c'est un mouvement qui s'est affilié a posteriori à Daesh, mais qui est d'abord né d'une idée de recréer le califat de Sokoto. Il y a très souvent dans ces mouvements, c'était un peu pareil du côté d'Al-Qaïda, tout à l'heure j'ai parlé de la Katiba, de la Massina. Dans la Katiba, ça veut dire le groupuscule terroriste de ce pays qui s'est appelé la Massina, autour des grandes villes centrales du fleuve Niger, Mopti, Djenné, Ségou, etc., et qui, au XVIIe siècle, a eu une existence territoriale. Et donc, c'est souvent très endogène la volonté de retrouver l'empire Songhai, l'empire du Mali, le califat de Sokoto, dans leurs frontières, qui n'ont rien à voir avec les héritages coloniaux. Le califat de Sokoto, il s'étend sur 5 pays, 2 anglophones et 3 francophones d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les frontières d'aujourd'hui. Et c'est donc des traditions très, très, très anciennes. Et ça, c'est le côté endogène. Puis après, il faut être pratique. Il faut avoir des centres de formation. Il faut avoir une formation à la communication. Ces gens sont très, très brillants en matière numérique, en matière de réseaux sociaux, etc. Là, il y a des économies d'échelle. Là, vous avez des modèles économiques, politiques, de fonctionnement qui ont provoqué une filialisation. Donc, Boko Haram a choisi Daesh, alors que les mouvements comme le Mujao, enfin les mouvements typiques du Mali, ont décidé une affiliation. Mais vous voyez, c'est la recherche d'une plateforme pour faire des synergies. C'est-à-dire que vous avez un vrai modèle économique et de fonctionnement opérationnel derrière. Simplement, ça a des origines culturelles complètement différentes. Ça recrute sur d'autres bases, avec d'autres buts de guerre. Et alors, après, si vous voulez, pourquoi j'ai cité tout à l'heure le Qatar? Parce que dans ce que l'Arabie saoudite reproche au Qatar, elle lui reproche de soutenir des mouvements terroristes. Et c'est vrai que l'armée française a retrouvé en face d'elle, au Mali, des matériels français relativement récemment livrés au Qatar.
avec les plaques d'immatriculation, avec les numéros de série, etc. Donc, oui, mais ça dépend ensuite, c'est assez volatile, si vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas dire Al-Qaïda et Daesh, les uns soutenus par l'Arabie et les autres par le Qatar, parce que, par exemple, l'Arabie ne peut soutenir ni Daesh, à l'évidence, ni Al-Qaïda, même s'il y a des familles, comme vous le savez, qui ont soutenu la famille Ben Laden, mais l'Arabie saoudite, vous pouvez la trouver d'aucune manière, ni derrière Daesh, ni derrière Al-Qaïda. Vous pouvez la trouver vers d'autres mouvements de prosélytisme wahhabite. C'est assez complexe et c'est changeant. Mais, si vous voulez, si vous êtes le trésorier d'une association comme ça, à un moment, vous utilisez les oppositions entre le Qatar et l'Arabie. À un autre moment, vous vous fondez plutôt sur vos accords avec les cartels mexicains. À d'autres moments, vous avez un marché de l'esclave noir vivant en Libye. À un autre moment, vous avez le trafic d'organes. Vous voyez, vous avez une dizaine de sources de fonds et vous arbitrez. Et tout ça fait des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Mais on ne peut pas faire des équations remarquables. Al-Qaïda égale Qatar et Daesh en Afrique occidentale / Boko Haram égale les Émirats. Vous ne pouvez pas faire des équations aussi simples, je crois. Béatrice Gibelin. Oui, si vous voulez avoir un éclairage plus complet de tout cela, Marc-Antoine Pérouse de Monclos a publié aux éditions La Découverte un ouvrage qui s'appelle « Les nouvelles frontières de l'Afrique », dans lequel tout ceci est remarquablement présenté. Et pour une fois, je vous conseillerais de lire le dernier numéro d'Hérodote, qui est sur la géopolitique sahélo-saharienne, où tout ça est expliqué avec des études de cas extrêmement précises. Il me reste à remercier tous ceux d'entre vous qui sont restés pour ce BADA. Je remercie Charlotte Montier qui a préparé toutes ces rencontres avec moi, Nicolas Tourneau qui s'occupe du site, Benoît Carré qui retranscrit nos conversations, Laurie Galigani qui est notre ingénieur du son, Valentine de Baudreuil et Joël Guillaume pour la mairie du 9e et Nouvelles Écoutes qui produit notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission ordinaire et hebdomadaire et pas en public cette fois-là. Et pour les émissions en public, le 16 juin.